Bonsoir et bienvenue aux droits de l'homme à la portée de tous, votre émission d'éducation et du civisme. Elle va passer en revue aujourd'hui les rendus du rapport de la femme examiné au niveau de la Genève depuis le 9 juillet dernier. Nous allons en parler, fidèles téléspectateurs, mais je ne suis pas seule pour animer cette émission. Je suis accompagnée de deux invités. Il s'agit de Madame Ntambwe Astrid. Et Madame Ntambwe fait partie du groupe d'action pour les droits de la femme. Elle est aussi membre du REPRODEF. Bonsoir Madame, bienvenue. Bonsoir Madame. Oui, à côté de Madame, nous avons Maître Henri Wemboloa. Il est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi coordonnateur du REPRODEF. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame Sophie. Oui, avec mes invités, fidèles téléspectateurs, nous allons décrypter l'actualité. D'abord, l'actualité est dominée par la circulation qui est freinée par la construction des sautes-moutons. Les droits administratifs obligent aux autorités de communiquer suffisamment car la rue fait partie des biens publics. Les sautes-moutons freinent la circulation comme je viens de le dire. Les travaux avaient été lancés le 15 mai dernier et ces travaux devraient prendre trois mois. Et jusqu'aujourd'hui, la population ne comprend rien et la circulation connaît beaucoup d'embuscades. Maman Astrid, les droits de l'homme obligent aussi que la population circule normalement. Ça va faire 3 mois que ces sautes-moutons sont sur les grandes artères de la capitale et on ne sait pas ce qui se passe. Votre point de vue là-dessus? Mon point de vue est que nous savons que l'État a l'obligation d'informer la population pour qui elle travaille. Oui. Et maintenant, elle est aussi dans l'obligation de rétablir l'ordre. Maintenant, avec la construction de ces sautes-moutons, nous trouvons que la situation est devenue difficile par rapport à la circulation des personnes et de leurs biens. Tout à fait. Donc, toute la population est là et attend que le gouvernement, qui avait promis qu'en déant 3 mois, les sautes-moutons devront terminer, maintenant, l'État a l'obligation de nous dire qu'est-ce qui se passe, parce qu'on s'inquiète. D'ici là, ça sera les pluies, il y aura la rentrée scolaire et tout ça. Où est-ce que nous en sommes? Donc, c'est le devoir de l'État et la responsabilité de l'État de donner l'information. Merci Madame. Maître Henri, vous êtes un praticien des droits. Ça va faire 3 mois. Il y a lotissement au niveau de la chaussée. Les gens ne circulent pas, on ne communique pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe derrière ces tôles qui sont mises sur la chaussée? Et comment expliquez-vous cela, vous, en tant qu'un homme des droits? Nous n'avons pas beaucoup d'explications à faire, sauf que nous constatons qu'il y a des tôles et la circulation est troublée. C'est là le problème, la liberté de circulation, qui aujourd'hui trouve des obstacles. Et nous pensons que c'est une bonne chose que l'on puisse mettre les sautes-moutons, que l'on puisse éviter ce que nous avons connu comme des embouteillages, ce que nous connaissons d'habitude. Mais malgré cela, il faudrait informer suffisamment la population pour qu'elle sache qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les précautions à prendre. Mais en plus d'informer la population ou de demander d'attendre, mais il faut que les travaux soient effectués, que les choses puissent évoluer parce que ça ne doit pas perdurer. Comme venait de le dire Madame Astrid, bientôt c'est la période des pluies. Et quand il pleut, ça sera une situation plus grave, ça sera pire.
Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont victimes par rapport à la situation de circulation. Oui. Vous prenez la route vers l'aéroport, vraiment, quelqu'un peut rater son vol. 3 heures, 4 Quelqu'un heures. peut rater son vol d'avion parce qu'il y a embouteillage sur la route. Ce sont des problèmes qui nécessitent une attention particulière de la part des autorités. Et voilà ce qu'on peut dire avec la question de... Merci, Maître Henri, de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, nous abordons la redevabilité des autorités vis-à-vis des peuples qu'ils dirigent comme thème de cette émission. Et Maître Maman Astrid, est-ce que les autorités politico-administratives sont dans l'obligation de rendre compte à leur population de la façon dont le pays est géré? On vous a nommé ministre, vous étiez bourgmestre, les véhicules de l'État ne se voient pas et vous partez, personne ne vous inquiète. Quel est votre... Je dirais absolument, parce que oui, on doit rendre compte. C'est d'ailleurs un facteur de la bonne gouvernance. Lorsque vous êtes aux affaires, avant d'y arriver d'ailleurs, si ceux-là qui sont passés par les élections, il y a un contrat social où les gens promettent que lorsqu'ils seront aux affaires, ils feront 1, 2, 3 petites choses. Mais lorsqu'ils sont aux affaires, il ne faut pas rompre ce contrat social. Il faut rester, demeurer et à chaque fois venir rendre compte. Et donc c'est vraiment, même dans le principe de bonne gouvernance, où on doit faire la réédition des comptes. Merci Madame. Maître Henri, la redevabilité des autorités vis-à-vis de leur population, est-ce que c'est obligatoire que les autorités rendent compte à leur population de la façon dont les fonds publics sont gérés? Vous entendez qu'une seule personne a détourné 30 millions de dollars, 40 millions, alors que la distribution, l'adduction en eau potable, les courants électriques posent problème pour les petits peuples. Votre analyse? Oui, madame, vraiment c'est une question très importante et que la population et même les autorités doivent comprendre que tout pouvoir émane du peuple. C'est-à-dire, nous venons de le constater. Nous venons de voir que les gens se battent dans des bureaux, ils se battent pour être nommés telle part, pour être, je sais pas, dans occuper telle responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir du peuple. Et quand il y a élection, c'est-à-dire qu'on est soumis à la volonté du peuple. Et donc quand on prend le pouvoir aussi, de la même manière, on doit informer cette population sur ce que l'on fait de ses avoirs. On a une politique, on a des actions prévues, et au fur et à mesure que l'on pose des actions, il faut que la population se rende compte de tous les efforts qui sont fournis. Et là, ça devient une réussite ou échec partagé. Mais lorsque la personne qui a pris le pouvoir considère le pouvoir de l'État comme une marchandise, parce qu'aujourd'hui, si les gens se battent trop pour les élections, c'est parce que on a fait, n'est-ce pas, de la politique. Donc le seul lieu où les gens peuvent s'enrichir rapidement et en toute impunité, et même devant la souffrance de la majorité des populations. Et donc face à cette situation-là, il faudrait que la population soit informée. Nous avons la charte africaine de la démocratie, de l'élection et la bonne gouvernance, qui prévoit certaines mesures importantes. D'abord, à des hautes fonctions, quand on prend le pouvoir, il faut même faire une déclaration de ses avoirs. Au moment où je prends le pouvoir, j'ai tel bien, tel bien, tel bien. Et quand on a fini, quand on est parti, on doit aussi faire une déclaration publique pour dire non, je viens de partir du pouvoir, voilà mes avoirs. Mais ici chez nous, on ne peut pas le faire parce que c'est un scandale. Un scandale, quelqu'un qui part du pouvoir dans 2, 3 mois, 4 mois. Donc c'est vraiment la différence du jour et de la nuit. Et la richesse que l'on peut accumuler dans 3 jours, 4 jours, dans peu de mois, elle est inexplicable. Donc tout ça, ça fait partie des éléments de la corruption. Il y a certains pays, je donne l'exemple de Norvège, mais c'est un pays où le ministre
rend compte de tout ce qu'il reçoit à la population. Et on contrôle même ses déplacements, même sa circulation. Donc il n'y a pas de véhicule personnel pour un ministre. Il peut prendre aussi un transport en commun. Oui. Non, mais je crois qu'il faudrait que nous puissions suivre des bonnes pratiques. On ne doit pas toujours voir dire qu'il n'y a que chez les autres où c'est bon. Mais il y a des bons exemples à suivre ailleurs. Un ministre, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir pour rendre compte à la population, pour trouver des solutions exprimées par la population. Un député, il prend le pouvoir parce que la population espère, compte sur lui pour poser des actes en sa faveur. Et donc, quand il prend le pouvoir, il fait tout et tout pour le compte de cette population. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Quand on a pris le pouvoir, eh bien c'est tout. On ne peut plus rendre compte à la population. Et quand on non, quitte il faut ces qu'on laisse. pouvoirs, personne ne demande quoi que Personne ce ne peut soit demander des comptes. Non, ce sont des mauvaises manières que nous devons abandonner et que tout celui qui prend le pouvoir sache que c'est le pouvoir du peuple. L'article 5 de la Constitution dit tout pouvoir émane du peuple. Et quand on a ce pouvoir du peuple, il faut rendre compte à cette population qui a donné ce pouvoir. Merci, Maître Henri, de toutes ces explications, fidèles téléspectateurs. Nous poursuivons avec Droits de l'homme à la portée de tous votre émission, en train de débattre sur la redevabilité de ceux qui ont en charge l'obligation de tenir compte des desiderata de la population. Maman Astrid, aujourd'hui, quelles sont les priorités dans les domaines du droit économique que la population dont la population doit jouir? Vous savez que pas plus tard que hier ou avant-hier, le président de la République a parrainé la journée africaine de la lutte contre la corruption. Nous sommes dans un pays où la corruption risque d'être légalisée. La corruption est dans tous les domaines, alors que les droits économiques, socio-économiques de la population doivent trouver leur compte. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, parmi les priorités, je dirais que sur le plan économique, les citoyens ont droit à une rétribution, une rémunération conséquente, suffisante. Donc un minimum pour qu'ils puissent vivre. Et il y a aussi une autre priorité, c'est dans le domaine social. L'accès à l'éducation. C'est une priorité, l'accès aux soins, au logement, à la santé et tout ça. Voilà au moins les 4 priorités. Donc l'État doit faire de son mieux pour que tout citoyen qui travaille soit rémunéré comme il se doit. Et aller plus loin, on parle de l'éducation de base qui doit être gratuite, mais dans notre pays, ce n'est pas fait. Donc, nous plaidons aussi pour que cette gratuité de l'enseignement primaire soit effective. Il y a aussi l'accès aux soins de santé primaires. Donc les enfants de moins de 5 ans. Même spécialisés, quand quelqu'un est très malade, on peut. Il y a aussi, là ce sont des priorités que je donne, mais il y a aussi le soin, la santé sexuelle et reproductive, sur lesquelles on doit vraiment mettre un accent, sensibiliser la jeunesse, la lutte contre la toxicomanie et d'autres. Oui, parce que nous savons que dans notre société, les femmes sont en plus grand nombre victimes de diverses violences sexuelles et autres. Et ça fait que l'État doit vraiment veiller à cela. Nous savons que nous avons ratifié maintenant là, le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo parle spécialement dans son article 14 de l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Et très souvent, les gens vont vers l'extrême pour dire non, on voudrait autoriser l'avortement. Mais on oublie qu'il y a une grande une grande partie de cette population-là. Les enfants sont actifs sexuellement très tôt et ils recourent beaucoup plus à l'avortement. Donc il faudrait voir cette catégorie-là pour essayer de corriger. C'est vrai qu'il faut y aller par les sensibilisations sur l'utilisation des contraceptifs, mais il faudrait aussi voir que ceux-là qui sont déjà tombés, qui sont enceintes, issus des viols surtout et des incestes et autres,
que l'on puisse quand même autoriser l'avortement médicalisé. Merci maman pour toutes ces explications. Maître Henri, vous êtes un homme de droit, un praticien des droits. La corruption, les droits socio-économiques, comment satisfaire les besoins primaires de la population si la corruption est dans tous les domaines? Vous êtes sur la chaussée, un roulage ne vous a rien demandé, c'est normal, on trouve ça normal, il faut lui donner quelque chose pour passer, alors que vous avez le droit de passer sur la route, la rue qui est un bien public. Pour monter d'une classe à l'autre, il faut corrompre et les gens trouvent ça normal. Pour accéder à une promotion, quand est-ce que les droits socio-économiques de la population seront pris en compte si nous sommes dans cette pratique, maître? Madame, on peut regretter que la situation n'est pas bonne. Et les droits économiques, sociaux et culturels, de façon générale, nous disons que ce sont des droits de réalisation progressive. C'est-à-dire qu'avec les moyens disponibles pour l'État et la coopération avec les autres, il doit arriver à faire évoluer, n'est-ce pas, la satisfaction de ce droit pour la population de manière progressive. Mais ici, madame, on doit insister aussi sur les groupes vulnérables. Les groupes vulnérables sont oubliés totalement. Même si il y a des projets, il y a des programmes, il y a des plans différents qui sont mis en œuvre. Aujourd'hui, on parle des ODD, les objectifs du millénaire, les objectifs de développement durable. Et donc, quelque part, il y a des efforts à fournir. Mais l'un des ennemis, c'est celui-là, c'est la corruption. La corruption gangrène notre société. Et donc, il faut par tous les moyens lutter contre cette corruption. Mais parmi les voies de solution, madame a parlé tantôt de la rémunération. La rémunération est très importante pour tous les agents de l'État aujourd'hui. Pourquoi? C'est pour leur permettre de nouer les deux bouts du mois. Combien touche aujourd'hui un policier? Même le seul tome des PCR, la police de circulation routière. D'ailleurs, eux, ce ne sont pas les PCR qui touchent l'argent. Ce sont les autres policiers qui, pour la plupart, combien ils touchent? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Les militaires, les magistrats, et il paraît même que les magistrats vont entrer en grève. Pourquoi? Parce qu'on a promis d'améliorer la situation salariale. Depuis tout le temps, il y a beaucoup d'efforts par la société civile pour demander aux autorités d'améliorer la situation salariale des magistrats. Aujourd'hui, on va tout dire de mal contre les magistrats. Mais il y a un problème. Cette rémunération. Mais quand on est mauvais, même si on est bien payé, maître, on va toujours faire du mal. Oui, qu'on dise tout ce que nous pouvons dire, la mentalité que nous devons tous changer. Tous. Pas seulement les magistrats, tous les services, on doit changer. Nous avons tous des mauvaises mentalités. Et donc, on donne la rémunération et que l'on puisse accompagner la sanction nécessaire. La récompense, la promotion, et l'autre, la discipline, frapper. Il faut que les gens soient frappés. C'est vrai qu'il y a aussi des tomates pourries dans nos différents corps, même dans la magistrature. Quand nous avons bien payé, on n'a pas d'autre raison. Et donc, il y a la rémunération qui est très importante pour que l'on mette fin à cette corruption. Pour qu'on puisse faire en sorte que les recettes même de l'État puissent augmenter. Les recettes là disparaissent pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. Et les individus prennent des grosses sommes d'argent pour mettre dans leurs poches, au lieu de les orienter vers... Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions exemplaires, maître? Pourquoi est-ce que vous, les hommes de droit, les gens disent que c'est vous qui avez mis ces pays dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas de sanctions exemplaires, comme une pendaison au stade, par exemple? Bon, c'est un exemple que je donne, pour que ceux-là qui veulent encore s'adonner à cette pratique soient découragés. Non, nous n'abordons pas les choses dans ce sens-là, des pendaisons, tout ça. Nous sommes dans un monde qui a suffisamment évolué et où l'humanité, la dignité de la personne humaine passe devant quelque chose. Il faut des sanctions. Ce n'est pas pour rien que nous avons des centres de rééducation. La prison, ce n'est pas pour rien qu'il y a des différents corps disciplinaires dans tous les services
Quelqu'un peut être même remercié du service, peut être même mis de côté. Donc il y a plusieurs sanctions, plusieurs mesures, mais il faut les mettre en œuvre. Pourquoi on ne les met pas en œuvre? Entre autres, c'est parce qu'il y a encore ce problème de rémunération, il y a encore ce problème, presque tout le monde est corrompu, c'est le trafic d'influence à tous les niveaux. C'est autant de situations qui nécessitent des efforts. Aujourd'hui, vous voyez, le projet de la loi de finances publiques. Dans l'OFIP, on propose 5 milliards de dollars. Donc, c'est comme si on a ces 5 milliards de dollars, le régime actuel aura beaucoup de difficultés. Et il ne pourra pas apporter des changements tant promis à la population. Donc, il faut que ce soit plus de 5 milliards. C'est plus de 5 milliards. Nous savons que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a promis pendant toutes ces campagnes, ces propagandes, qu'il devait amener, il devait faire mobiliser quelque chose comme 60 milliards de dollars pour le pays pendant les 5 ans. Et donc, au moins 15 milliards de dollars, c'est faisable si on met fin à la corruption. C'est faisable. Et donc, voilà, avec cette histoire-là de 5 milliards, ce projet-là, nous demandons que... Heureusement qu'il y aura un autre gouvernement, mais ça fait encore beaucoup de retard. Il faudrait que l'on se mette et que l'on fasse un travail sérieux. La corruption, on sait qu'il y a beaucoup de corruption à tous les niveaux. C'est question de fermer par-ci, par-là et de renflouer les caisses de l'État. Mais il y a les régies financières qui ont bien travaillé ces 3 ou 4 derniers mois. Mais les régies n'ont pas encore dit ce qu'elles ont apporté de différence. Il faut qu'elles disent à la population, c'est à ce niveau que nous parlons de la redevabilité. Nous savons qu'il y a un régime qui vient d'entrer et peut-être qu'il est difficile à tout dire, mais il faut que la population sache que le régime qui a passé a fait ça. Il y a eu des failles à tel niveau qu'on peut arriver à corriger. C'est très important. Sinon, on n'aura pas de changement et le pouvoir risque encore d'être dans plus de difficultés. Les gens seront découragés, n'auront plus confiance aux élections. Voilà la nécessité aujourd'hui de cette redevabilité. Nous avons besoin de l'information de toutes les autorités sur ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'ils ont pris le pouvoir pour la population. Mais que cette population sache ce que les autorités sont en train de faire. Et surtout, les fonds publics. Là. Les fonds, ce sont les fonds de l'État. Ce ne sont pas les fonds des individus. Depuis que je suis né, je n'ai jamais su combien il y a dans les caisses de l'État. Je crois que c'est le cas de la plupart des Congolais. Non, par exemple, dans les trésors publics, il y a combien? Madame, nous avons fait le travail, nous avons participé aux réformes des finances publiques. Il y a un service COREF avec la société civile, nous avons suivi. Il y a des conférences budgétaires qui se font. Donc il y a un grand travail. La société civile doit être informée. Tout citoyen doit être informé. Il y a même ce qu'on appelle un budget citoyen qui se trouve sur Internet. Même si l'Internet... C'est-à-dire quand tous les citoyens ont des problèmes, ils recourent là-bas. On peut avoir l'information sur le budget parce que tu dis que tu n'as jamais l'information. Le budget se trouve sur Internet. Au moins le budget citoyen qui permet à tout citoyen de comprendre les recettes et les dépenses qui sont prévues. Il y a quelques informations qui sont à la portée de la population. Disponibles au niveau de l'Internet. Merci maître de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, là nous tendons vers la fin de ce numéro des droits de l'homme à la portée de tous, votre émission. Et nous allons parler des comptes que les autorités doivent rendre à leur population. Il y a par exemple la sortie prochaine du gouvernement, Maman Astrid. Les gens attendent. Il y en a qui parlent de chefs coutumiers, les chefs des riz, de tout ça. Mais entre-temps, la population souffre. Qu'est-ce que vous faites comme lecture là-dessus? Le gouvernement doit sortir. Tout le monde attend beaucoup de ce gouvernement-là. Et nous, femmes, nous sommes encore là en train d'attendre aussi, et de beaucoup plus nous renforcer par rapport à la représentativité. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? C'est le politique qui peut nous donner la réponse. Vous savez que nous venons d'une situation tumultueuse. Nous ne savons pas pourquoi ça traîne. Ça fait déjà plus de 7 mois que nous sommes là sans gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que les services, dans les autres services, l'administration est en train de travailler pour le bien-être de la population et c'est elle qui doit donner des informations par rapport aux questions du budget comme Maître vient de le dire. Et autre chose. Merci beaucoup maman. Là nous allons rapidement mettre
les comptes que les autorités doivent rendre à leur population, la sortie prochaine du gouvernement, par exemple, c'est nécessaire, ça traîne. Mais nous avons suivi qu'il y a eu des discussions autour des postes ministériels. Et à ce niveau que beaucoup se disent, mais est-ce que nos autorités sont là pour se disputer les postes ministériels ou des postes de souveraineté? On parle de ces choses-là. Donc, ils se sont expliqués. Mais là, à ce niveau-là, nous disons encore que les différents politiciens que nous avons, ils ont à se dépasser et mettre l'intérêt de la nation devant. Et ne pas non plus s'accrocher à des postes qui est de souveraineté. Non. Il y a un président de la République, que ceux qui peuvent travailler avec lui soient avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a même au niveau du Sénat, par exemple, un problème au niveau de FCC, pour la présidence du Sénat, où l'autorité morale de FCC a présenté son candidat et puis ça cause des problèmes et des incidents. Et il y a le professeur Bahati Lukwebo aussi qui dit non, mais il n'y a pas eu élection à la base et tout ça. Ils sont aussi une force au sein du FCC. Donc ce sont des problèmes là. Ce qui signifie vraiment que même à la base, dans les partis politiques, qu'on intègre certaines notions de consensus, de discuter, même sur des candidatures, qu'ils s'arrivent à discuter pour que tout le monde on puisse se référer à l'intérêt supérieur de la nation. Qu'on ne puisse pas non pas toujours s'accrocher aux personnes, parce que toutes les personnes peuvent passer, toutes les personnes passeront, mais les institutions pourront rester. Et aujourd'hui, la redevabilité que l'on demande, c'est que l'autorité publique a le devoir de donner l'information à la population, et la vraie information, parce qu'il nous faut nous départir de la rumeur. Les on-dit. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui racontent de n'importe quoi. Mais si l'autorité ne donne pas l'information, la population n'est pas informée, donc ça ne fait pas beau. N'est-ce pas? La démocratie ne peut pas évoluer. L'état de droit, n'en parlons pas, ne peut pas arriver. Parce que les individus ont des droits, ils ont des obligations. Les autorités ont des droits, ils ont des obligations. Les uns et les autres doivent voir l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde. Merci. Les autorités doivent avoir l'intérêt de tout le monde, fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes au terme de ce numéro de DH à la portée de tous. Je vais devoir vous donner un tout petit dernier mot, madame, surtout sur le rapport rendu à Genève sur les droits de la femme, un peu rapidement. Oui, l'état de droit doit favoriser la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance exige la participation de tous. L'État congolais a ratifié la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le 9 juillet, il y a eu une évaluation. C'est-à-dire l'État s'est engagé par rapport à la CEDEF et il est allé rendre compte des avancements, des progrès, des défis que la RDC rencontre par rapport aux droits de la femme. C'est qui est une bonne chose. Mettre en riz un peu rapidement les condensés de tout ce dont on a parlé, mais aussi de ces rapports rendus à Genève. Oui, par rapport à ce rapport, tout de suite, disons que la situation des droits de la femme est à pas de tortue, et c'est notre souhait que le gouvernement puisse promouvoir davantage les droits de la femme, la participation politique, l'autonomisation de la femme, et nous voyons aussi la situation des violences sexuelles. Non, c'est devenu un fléau, un véritable fléau, les violences sexuelles, même ici à Kinshasa. Mais ce qui est aussi grave, une autorité militaire peut violer et il fait même arrêter la victime devant les juridictions militaires. Donc c'est-à-dire que ça devient un problème très grave. Et nous en appelons
n'est-ce pas, l'attention de toutes les autorités sur ces situations. Les morts des personnes dans les lieux comme les cachots, les béquines, nous n'en parlons pas. Donc il faut vraiment l'attention sur ces questions-là. Et à propos de la question de la rédevabilité des autorités, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous devons avoir tous le même entendement, la même compréhension. Autorités et citoyens, le pays appartient à tout le monde. Et il faudrait vouloir vivre collectif. Tout à fait. Et que tout le monde puisse concourir, contribuer au développement du pays. Ainsi, l'autorité doit informer les citoyens sur toutes les mesures qui sont prises en sa faveur. Même Sinon, sur tous les travaux qui sont effectués le long de... Oui, ces travaux, les questions budgétaires, les questions des fonds, comment sont gérés ces fonds, parce que les priorités sont là pour la population. Aujourd'hui, c'est l'alimentation, les gens souffrent de faim. C'est le logement, les droits à la santé, c'est l'éducation qui est dite gratuite, mais on ne voit pas cette gratuité. Il y a ces éléments prioritaires. Et surtout, ne pas oublier les groupes vulnérables qui nécessitent vraiment une attention particulière. Merci Maître Henri. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu Madame Astrid Ntamboué, qui est membre du REPRODEV. Merci Madame d'avoir répondu à mon invitation. Maître Henri Wemboloa, qui est président de l'AUDEF et coordonnateur du REPRODEV. Merci Maître d'avoir répondu. Merci Madame Sophie pour votre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. La justice élève une nation, a dit la Bible, mais qu'adviendra-t-il si la justice n'est plus adaptée à l'ampleur des crimes? Et qu'adviendra-t-il si la justice est devenue comme une toile d'araignée qui n'arrête que les petites mouches, des moustiques, mais incapable d'arrêter les chameaux, les boas, les éléphants, qui sont plus dangereux et qui peuvent même éclater cette toile d'araignée. Jerry Bindele a réalisé cette émission et Dino Lumbongo était derrière la caméra. Jires Nzouzi était à la régie finale. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.